Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'amour du maillot. Aujourd'hui le thème de la vidéo va être un petit peu lourd, je vais me confier à vous et j'ai fait une vidéo que je voulais faire depuis bientôt un an. J'attendais le bon moment pour le faire et c'est vrai qu'en ce moment je suis pas dans un bon mood par rapport à YouTube. À côté j'ai énormément de travail et c'est vrai que YouTube je trouve ça très ingrat ces derniers temps. Je me remets pas mal en question et du coup je me trouve dans le mood de parler de ces choses un petit peu plus négatives. Mais encore une fois, si vous voulez aider la chaîne à grandir et me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo, à vous abonner à la chaîne, c'est ultra important. Et puis comme d'habitude, il y a des liens affiliés en description si vous voulez vous faire plaisir et aider la chaîne. Alors j'ai toujours dit que je parlerai de ce sujet dès que j'en trouverai les mots, le jour où j'aurai un petit peu une audience assez conséquente pour m'entendre, mais aussi le jour où j'aurai assez de recul sur la situation pour en parler calmement. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon burn-out, je vais vous parler de ma mini-dépression, mais je vais aussi évidemment vous parler de ma collection en elle-même, c'est-à-dire ma façon de collectionner et aussi l'impact que ça a eu sur ma collection. Et à la fin, je vous adresserai un petit message de prévention, donc restez bien jusqu'au bout parce que je trouve que c'est important que les gens entendent et aient le retour d'un collectionneur passionné depuis des années pour connaître un petit peu le côté négatif que cela peut avoir sur les gens. Avant toute chose, on va parler du point de départ de cette situation. Je l'ai dit en début de vidéo, le point de départ c'était il y a un an. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, en septembre et en octobre 2023, j'ai couvert la Coupe du Monde de rugby pour World Rugby en France. C'était une expérience incroyable, très certainement mon expérience pro la plus folle jusqu'ici. J'étais journaliste et traducteur pour World Rugby pendant la compétition et c'était un truc de fou. J'ai eu la chance de couvrir des super matchs, d'interviewer des grands joueurs, d'être au contact de superbes figures du rugby international, mais aussi et surtout de bosser avec une super équipe et d'avoir des collègues extraordinaires. Après avoir fait la phase de groupe à Toulouse, j'ai même passé 15 jours en immersion avec mes collègues à Paris et c'était vraiment trop cool parce qu'on avait une sorte d'ambiance Erasmus où on était tous au même endroit. Bref, c'était une expérience incroyable en tout point. C'était tellement fou que notre bureau il était sous le cours central de Roland-Garros. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on est passionné de sport, c'est quelque chose d'assez unique et il faut vraiment savourer ces moments-là. Mais alors vous allez me dire quel est le souci si c'était aussi extraordinaire? Le problème il est double. Déjà le premier souci, c'est que j'avais mal anticipé le retour à la réalité. Il faut savoir que la plupart du temps sur ces événements, qu'on soit journaliste ou chroniqueur ou peu importe, traducteur, quoi que ce soit, il n'y a pas vraiment de sas de décompression après la compétition. La finale elle s'est terminée le samedi 28 octobre 2023 et le temps de boucler l'après-match, les conférences de presse, tout finir, les citations, tout ça, en fait on est rentré à peu près vers 1h30 à l'hôtel. On a tous bu un coup, on a traîné jusqu'à 3h du mat et en fait le lendemain dès 8h on rentrait tous chez nous les uns après les autres et c'était vraiment super bizarre en fait. On va pas se mentir, c'est assez brutal. Et si vous avez regardé les JO et notamment les Jeux paralympiques à la toute fin de la toute fin, après la cérémonie de clôture des paras, même les journalistes de France 2 comme Laurent Luyac ont passé 2, 3, 4 mois en fait à s'investir pleinement dans le projet, ils ont tous fini par craquer et c'est normal, j'avais beaucoup d'empathie pour eux parce que c'est vrai que quand on est aussi exposé, on vit l'événement autant qu'on le présente et qu'on le fait vivre et c'est très compliqué après de revenir de ça. Évidemment, on n'est absolument pas à plaindre, on est privilégié quand on fait ça, mais c'est juste pour vous situer un petit peu le contexte psychologique dans lequel on est. Et c'est la même chose dans tous les projets de la vie dans lesquels on s'embarque et dans lesquels on s'investit à fond. Le truc, c'est que là où tous mes collègues étaient habitués à vivre des compétitions comme ça et là où ils avaient tous pris au moins une semaine de break complet après, moi j'avais accepté du travail en tant que freelance dès le lendemain de mon retour en fait, comme si je pouvais repartir au travail comme ça de but en blanc. Et le deuxième problème, et c'est évidemment le plus important, c'est que de bosser pendant 2 mois avec une super équipe sur un si beau projet, ça m'a fait me rendre compte de toutes les couleuvres que je pouvais avaler dans les autres projets, notamment un pour lesquels je bossais. Même si j'étais freelance, le principal projet sur lequel je bossais depuis 9 ans et demi, bientôt 10 ans, était ultra toxique. C'était un très gros client dont j'avais fait ma priorité et j'ai avalé beaucoup de couleuvres pendant quasiment une dizaine d'années et j'ai beaucoup trop longtemps accepté de me faire parler, de me faire traiter un peu n'importe comment. Juste parce que c'était un client qui m'offrait une sorte de sécurité financière derrière laquelle on court malheureusement quand on est à son compte. Il y a plein de choses dont je peux pas parler en vidéo, mais franchement c'était complètement fou. Et le lendemain de mon retour, du coup, j'ai embauché comme d'habitude pour une perm avec ce client-là et j'ai complètement craqué. Et je tiens à remercier le collègue que j'ai relayé ce jour-là, il se reconnaîtra. Je lui ai parlé de mon mal-être en fait quand je suis arrivé et il m'a expliqué, c'est lui qui m'a appris que quand on est freelance, on n'est pas tout seul en France. Moi, je m'étais toujours convaincu que en tant qu'indépendant, on est un petit peu seul au monde et si on s'arrête, on gagne pas d'argent, donc on est en droit de rien, de pas s'arrêter, de pas se blesser, de quoi que ce soit. Mais en fait, on cotise à l'URSSAF et si vous êtes indépendant, sachez-le, il y a des indemnités journalières quand on se fait mettre en arrêt maladie. Tout ça est calculé sur la base de ce qu'on a gagné les 2 années précédentes et donc il y a des indemnités journalières, il faut aller voir son généraliste pour se faire arrêter. Et en fait, c'est ça qui m'a permis de sauter le pas. Je savais que j'allais pas bien et en fait, j'ai appelé mon médecin généraliste quasiment sur le champ, 1 ou 2 heures après, et j'ai expliqué la situation pour me faire mettre en arrêt maladie. Je me suis également fait prescrire des séances de psy parce qu'il y a certaines régions en France, toutes le font pas, mais où on peut avoir un
psy remboursé. Encore une fois, il faut faire vos recherches, mais il y a des psys qui souscrivent au programme de l'assurance maladie et qui du coup en fait sont remboursés moyennant certaines séances cadrées évidemment. La sécu et la mutuelle prennent en charge et donc du coup ça permet de vraiment sauver des vies. À partir de là, il y a une grosse remise en question et c'est là que je vais aborder le sujet des maillots. Dès ce moment, j'ai fait un gros travail sur moi-même et j'ai listé et je me suis rendu compte de tout un tas de petites choses qui n'allaient pas dans ma vie perso. En surface, tout roulait, mais c'est un petit peu comme si je m'étais perdu en chemin. À force de m'investir pleinement dans un travail qui était rémunérateur certes, mais pas forcément gratifiant, de me lancer à corps perdu dans une chaîne YouTube où on va pas se mentir, on bosse vraiment beaucoup, vous le voyez pas, mais derrière les vidéos, il y a du taf et où on se sent pas toujours récompensé, on aimerait que ça aille un petit peu plus vite, et aussi de m'être complètement livré et perdu dans ma collection. Tout ça, en fait, ça a créé une sorte de ras-le-bol et en fait de surcharge. Je m'étais noyé, je m'étais perdu en chemin et surtout pour un freelance, j'étais devenu trop dépendant d'un seul client et ça, sachez-le, si vous êtes à votre compte, c'est jamais bon. Pour un freelance, et ça je remercie une ancienne collègue et amie du coup qui l'a verbalisé pour moi, aucun client ne doit vraiment représenter plus de 30 voire 40% de source de revenus. Sur le plan personnel, je me suis aussi rendu compte que j'étais rentré dans une routine qui me plaisait pas trop, à savoir que je ne vivais plus ce que j'aime le plus faire d'un point de vue loisir, c'est-à-dire aller au stade. En vivant à la campagne, et forcément le stade il est beaucoup plus loin et sachant que moi, mon club de foot, je peux pas le voir, je peux le voir qu'une fois en déplacement par an, je me rabats forcément sur mon club de rugby, le stade toulousain, mais c'est pareil, Toulouse joue toujours le dimanche soir et quand on habite loin, ça fait rentrer tous les dimanches soirs à 1h du mat et du coup j'avais perdu la foi d'aller au stade. Malherbe, je les avais plus vus depuis septembre 2022 et le match au stadium contre le TFC. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai décidé de tout reprendre en main et de me dire, je me fais plaisir, je me reforce à retourner au stade voir le rugby, je me force à me déplacer au moins une fois par an pour aller voir Malherbe, mais aussi de temps en temps, je vais voir le TEF jouer au stade parce que ça me fait super plaisir d'y aller. Parce qu'on va pas se mentir, quand on va au stade, il y a le match, mais ce qui est cool, c'est la routine avant le match, arriver en avance, prendre l'ambiance, manger le sandwich, boire la bière avec les copains, tout ça, ça me manquait vraiment trop. Bon, jusqu'ici, vous allez me dire, il est gentil, le pauvre, c'est peut-être pas cool, mais on s'en fout, nous on veut qu'il nous parle de maillots. Et justement, je vais vous parler de collection de maillots et je vais vous mettre en garde. Depuis un an, c'est surtout sur le plan de la collection que tout a le plus changé dans ma vie. J'ai enfin pris conscience du fait que je collectionnais plus en fait, j'accumulais. C'était devenu quelque chose de compulsif, c'était un petit peu comme une boulimie et c'était presque plus un plaisir de collectionner. Je vais pas vous mentir, ma collection elle avait presque pris un aspect malsain. Et en fait, quand je remonte le temps, je me rends compte que tout a un petit peu commencé à vriller dès l'apparition de Vinted dans ma vie. Il y a très longtemps, j'avais fait une vidéo sur comment Vinted avait changé ma collection. C'est vrai, il y a eu beaucoup de bons, mais il y a aussi eu beaucoup de mauvais. En fait, j'étais arrivé à un point où je passais des heures sur Vinted et je prenais presque tout ce qui me passait sous la main. Soit je voyais des petits maillots à pas trop cher, soit je trouvais des dingueries, mais toujours est-il que je dépensais de l'argent de façon compulsive. Et il y a des soirs où je passais plus de temps sur Vinted que sur n'importe quel autre réseau social. Et aucune des deux situations n'est évidemment idéale de passer des heures sur une appli. Toujours est-il que Vinted, ça vous fait dépenser de l'argent. Et en fait, le souci, c'est que je me trouvais toujours des excuses pour m'acheter un nouveau maillot. Soit je me trouvais des faux souvenirs avec un maillot, soit je me disais tiens ouais là ça me rappelle telle époque, soit je souscrivais à la fameuse phrase de ouais mais quand on est un vrai collectionneur il faut un maillot de telle équipe dans sa collection. Donc tout ça on va y revenir mais c'est des grosses conneries. Il faut qu'on soit bien clair avec une chose et que vous mettiez ça en tête, il n'y a aucun maillot dont on a besoin. Les maillots, la collection de maillots, c'est que du plaisir mais aussi que de l'envie. Il n'y a aucun besoin dans la collection. Les seules choses dont vous avez besoin, c'est un toit au-dessus de votre tête, de l'argent pour vivre et idéalement un partenaire de vie qui vous aime. Et aussi avoir un taf qui vous épanouit parce qu'on y passe les 3/4 de notre vie. Mais c'est bien beau de se le dire et si jamais le fait de le verbaliser aide une seule personne parmi vous, j'aurais réussi ma mission. Mais en vrai, la solution, elle est en nous. J'ai déjà traversé une période d'anorexie il y a longtemps dans ma vie. Je m'en suis sorti tout seul, mais on avait beau me répéter les mêmes choses tout le temps, 6 mois avant que je prenne conscience des choses. Vous l'avez vu dans le podcast avec Fitness Smith, le déclic, je l'ai eu venu de nulle part comme ça. Tout est toujours en nous. Il suffit juste que ça nous vienne aux yeux à nous-mêmes. C'est très bête à dire et c'est assez flou, mais j'espère que vous comprenez un peu le cœur de mon message. Si vous êtes face à n'importe quelle addiction ou n'importe quel problème, la solution, elle viendra toujours de vous. Que ce soit des jeux, les paris sportifs, l'alcool, la cigarette, peu importe. La solution, elle est en vous. Et des fois, on va vous répéter la même chose encore et encore. Le déclic, c'est vous qui allez l'avoir. Et là, je passe un petit peu en mode coup de gueule parce que si vous êtes jeune et ou influençable, vous avez vite fait de vous laisser embarquer sur ce chemin malsain. Personnellement, j'y suis allé tout seul comme un grand sur ce chemin-là. Mais je veux que mon expérience et que mon retour d'expérience vous servent. Dernièrement, je trouve qu'il y a beaucoup de messages qui fleurissent, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, dans des interviews, des trucs qui sont vraiment aberrants et catastrophiques et limite dangereux pour une jeune génération. Quand j'entends dire ouais si vous voyez un beau maillot qui vous plaît, achetez-le,
Mais pas du tout, faites surtout pas ça. Des beaux maillots, vous allez en voir partout, tout le temps, des excuses d'en acheter, vous en aurez tout le temps. Quand j'entends dire des choses du genre ouais mais de toute façon c'est un investissement, c'est même pas une dépense. Mais évidemment que si, c'est une dépense. Et surtout, 95%, 99% des gens qui se lancent dans les maillots en guise d'investissement, ils déchantent. Et croyez-moi, je connais le marché des maillots et je vous le dis, faites surtout pas ça. Et ne banalisez surtout pas le fait de payer des centaines d'euros pour des maillots vintage. C'est pas normal en fait que des sites vous vendent des maillots à plusieurs centaines d'euros après avoir siphonné Vinted et foutu des faux flocages dessus. Je vais vous donner mon exemple à moi. Perso, j'ai toujours apprécié, j'ai toujours tourné ma collection principalement vers le player issue, vers le stock pro quand il y en avait. Mais pas parce que je me dis c'est un super investissement ou c'est ce qui vaut le plus. C'est parce qu'en fait j'aime me dire j'ai un truc qui est un petit peu plus rare, un peu moins facile à trouver que si j'allais dans le premier magasin du coin et que j'achetais le maillot. Parce que très souvent, les maillots player, ils sont pas commercialisés. Des fois, il y a du player boutique sur lequel je me rabats. Mais c'est surtout aussi parce que c'est des maillots qui ont une certaine plus-value, je trouve, esthétique ou technologique, mais absolument pas parce que c'est un investissement. Et Quentin le disait dans une vidéo dernièrement, vous dites pas, tiens, moi je veux que du stock pro, que du machin et tout, parce que ça vaut plus ou parce que c'est plus cool. Déjà, si vous avez du bid et que vous n'êtes pas sportif, vous allez même pas pouvoir rentrer dedans, ça n'a aucun intérêt. Et surtout, sachez pourquoi vous collectionnez les choses. Moi, si je me tourne vers le player, le stock pro et tout, c'est parce que j'aime avoir ce que portent les joueurs sur le terrain. Mais il faut surtout pas s'engager dans cette voie-là par posture ou par volonté d'investir. Si votre plaisir c'est d'avoir des maillots réplica, mais acheter un maillot réplica, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que ça vous fasse plaisir et surtout que ça reste contrôlé et raisonnable et conscientisé. C'est pareil, vous allez toujours avoir un Jean-Michel investisseur qui va vous dire ouais mais un maillot sans flocage c'est pas vraiment un maillot. Mais c'est des conneries. Si vous avez envie d'avoir un maillot sans flocage, mais on s'en fout. Surtout aussi de se dire ouais mais ça c'est pas une collection parce qu'il y a que 10 maillots, il y a que 15 maillots. Mais pareil, on en a rien à foutre. Si vous estimez que vous avez une collection parce que vous avez 6 maillots, mais c'est très bien en fait. C'est stupide de comparer en fait les chiffres, tout comme c'est stupide de comparer les collections dans leur ensemble. La collection c'est quelque chose de personnel et c'est ça que j'ai compris avec cette expérience et cette période douloureuse que j'ai traversée. Ce qui est le plus important dans la collection, c'est les souvenirs et c'est la valeur sentimentale. Le plus beau maillot, c'est le maillot que vous voulez. C'est pas le maillot que les autres vont vous dicter. Tout comme il faut pas se précipiter quand il y a une édition limitée qui sort, c'est pareil, ça sert à rien. Si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les moyens, vous inquiétez pas, votre vie elle changera pas si vous n'avez pas le maillot. Moi, toute cette remise en question, elle m'a permis d'ouvrir les yeux. J'avais atteint quasiment 800 maillots, tous sports confondus, dans ma collection à cette époque-là. Alors, faut savoir quand même que mon premier maillot, je l'ai eu en 2001 et j'ai commencé à être un collectionneur actif dès que j'ai commencé à gagner ma vie il y a une dizaine d'années. Mais avant ça, avant cette dizaine d'années, j'avais déjà, je pense, une bonne petite cinquantaine, soixantaine de maillots dans ma collection. Mais en fait, il y a un an, ce qui m'a vraiment fait tiquer et fait prendre conscience des choses, c'est quand, avant même de recevoir ma paye de la Coupe du Monde de rugby, je m'étais dit ah ouais mais là c'est chaud parce que j'ai déjà pris tel maillot. En fait je m'étais dit la Coupe du Monde de rugby elle est tellement ouf, je veux tous les maillots de la Coupe du Monde, mais tous les maillots en version player et tout, alors que c'est complètement stupide, ça rend pas l'événement moins beau. Et même si je suis toujours quelqu'un qui aime avoir un maillot qui matérialise un souvenir, j'ai juste gardé ceux de la France, un du Portugal que j'avais fait signer, ceux du Chili qui ont une vraie histoire et que je vous avais déjà présenté sur ma chaîne parce que justement c'est des maillots qui m'évoquent un vrai souvenir, ma toute première conférence de presse, des maillots très difficiles à avoir et c'est tout. Le reste en fait je l'ai soit renvoyé soit revendu parce que ça servait à rien et il m'a fallu m'en rendre compte plus tard, voire trop tard. Alors qu'on s'entende, et heureusement d'ailleurs, je n'ai jamais de ma vie dépensé l'argent que j'avais pas. Le souci c'est qu'avec le recul, quand je vois les sommes que j'ai pu dépenser dans les maillots, rien qu'avec la moitié, potentiellement j'avais l'apport pour acheter un appart à mettre en location. Et précédemment je parlais de Vinted. En fait Vinted ça a un effet pervers dans le sens où on va se dire moi là j'ai dépensé que 20 euros, là c'est qu'un petit maillot à 30 euros. Ah ouais mais mis bout à bout si vous faites ça 5 fois dans le mois, vous avez 1 voire 2 caddies de course. Et même si vous avez les moyens, si vous aviez mis ça de côté, au bout de l'année, vous aviez quelque chose pour faire un vrai investissement quelque part. En fait, je me suis rendu compte que j'avais compensé des années de passion pour les maillots, de collection, parce que je suis tombé amoureux des maillots très tôt dans ma vie. Encore une fois, 2001, c'est là que j'ai pris conscience de ce qu'étaient les maillots. Et pendant des années, j'avais un maillot à mon anniv, un maillot à Noël, et c'était tout. Et c'était vraiment quelque chose que j'attendais avec impatience. Et j'ai un petit peu surcompensé dès que j'ai commencé à gagner ma vie. Elle a gagné assez correctement. En plus de ça, il y a Vinted quelques années après ça qui est arrivé dans la danse, en dépensant des sommes un petit peu partout
tout et qui était devenue mirobolante au bout d'un moment, même des sommes cumulées quoi. Et en fait avec le recul, quand j'étais pauvre et que j'étais étudiant, j'avais une gestion beaucoup plus saine de ma collection. Parce qu'encore une fois, je dépensais pas l'argent que j'avais pas. Bah du coup en fait je regardais même pas, je me disais ouais c'est cool, mais ça je peux pas me l'acheter. Et des fois je m'achetais sur une année, je m'achetais 3-4 maillots et pas des maillots à 100 euros. Et moi je le vois sur les réseaux sociaux quand je vois lol, mon banquier va encore m'appeler dès qu'il y a un nouveau maillot qui sort. Ah, les gars, je sais que c'est certainement une blague, mais peut-être qu'au fond il y a un souci quoi. Encore une fois là, je veux pas faire le daron donneur de leçons en fait, c'est juste un message de prévention. Après, je suis pas votre père, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais moi à ce moment-là, j'ai pris conscience que je voulais que ma collection reprenne sens justement. J'ai pas arrêté de collectionner et je savais dès le début que j'allais pas passer du tout au tout. Par contre, dans ma vie, je l'ai déjà expliqué. Pour arriver dans un juste milieu, moi il a toujours fallu que je passe d'un extrême à l'autre. C'est ma personnalité, je suis comme ça. Et du coup, je savais très bien les étapes par lesquelles j'allais passer. Et la principale étape, ça a été de revendre quasiment la moitié de ma collection en l'espace de 4-5 mois. Et en conscience, je sais que j'ai vendu plein de maillots à perte, mais c'est juste que je savais que c'était le chemin à prendre. Il fallait que je traverse ça pour justement, entre guillemets, m'en sortir. Alors ce qui est cool, c'est que j'ai quand même récupéré une somme d'argent. Mais à côté de ça, évidemment, vu ce que j'avais dépensé initialement, j'en ai perdu. Et en fait, cette prise de conscience, ça m'a permis en fait de regarder les maillots et de me dire ouais, c'est vrai, il est beau. Et j'ai construit ma collection autour de beaux maillots, donc c'était normal. Et je me disais Osef, en fait, il me rappelle rien, il m'évoque aucun souvenir. C'est juste un beau maillot. Et des beaux maillots, il y en a eu, il y en a et il y en aura toujours. Et justement, tout ça, cette période revente, ça me ramène un petit peu au pseudo-investisseur. Quand on vous dit ouais, mais un maillot, c'est pas une dépense, c'est un investissement, tu peux toujours le revendre, c'est pas une perte sèche, tu feras un bénéf le jour où t'en auras besoin. Tout ça, c'est des conneries et je suis très bien placé pour en parler. Sur une potentielle revente d'un maillot, vous avez deux situations. Soit vous avez absolument besoin d'argent, auquel cas vous allez vouloir vendre vite. Sauf que vite, c'est l'ennemi du profit. Et à moins que vous possédiez un maillot super rare et super recherché, c'est ça le plus important, vous n'allez pas faire de bénéfice si vous revendez vite. Pour vendre à bon prix, il faut trouver le bon acheteur. Le bon acheteur, parfois, il est perdu dans la nature et vous mettrez des années à le trouver. C'est ce qui m'amène à la deuxième situation. Si votre priorité, c'est de faire du bénéfice et que vous avez le temps d'attendre, c'est qu'au bout du compte, vous n'êtes pas en situation de besoin d'argent. Moi, j'ai revendu près de 400 maillots en 6 mois et de l'argent, j'en ai perdu. Alors oui, j'ai gardé mes plus belles pièces, mais aussi les pièces qui me rappelaient les plus beaux souvenirs, à savoir celles qui avaient le plus de valeur à mes yeux. Mais encore une fois, c'est une valeur subjective. Mais pour le reste, j'ai fait des lots. J'ai fait d'immenses cartons de maillots que j'ai revendus parce que c'était bien souvent des maillots que j'avais achetés par impulsion. Mais comme j'avais besoin de l'argent dans l'immédiat et surtout j'étais en besoin psychologique et physique de me débarrasser de matériel, j'avais pas le temps d'attendre. Et l'autre leçon que j'ai tirée de ça, c'est qu'il faut apprécier ce qu'on a. Quand on collectionne, le plus grisant et le plus addictif, c'est pas vraiment le maillot, c'est la recherche du maillot. Et en fait, quand on finit par trouver ce qu'on voulait, il faut faire un très gros travail sur soi-même pour l'apprécier, le savourer, le regarder, même le porter si vous êtes du genre à porter vos maillots. Et la plupart des collectionneurs, et c'était ma situation avant, dès la réception du colis, on pense à l'autre maillot, on pense au maillot qui vient. On veut passer au prochain maillot, au maillot suivant, c'est un engrenage qui est à la fois néfaste et qui est toxique. Pour conclure cette vidéo un petit peu plus lourde que d'habitude, déjà considérez pas que c'est normal de payer plusieurs centaines d'euros pour des maillots réplica avec un flocage reproduit. Éduquez-vous, apprenez à débusquer des beaux maillots si jamais vous voulez un beau maillot, mais ne vous précipitez pas, ça sert à rien. Si vous avez peur de tomber sur des maillots fake, il faut vous éduquer. Dans le doute, il n'y a pas de doute, vous n'achetez pas. Mais surtout, attendez pas que les autres fassent les choses pour vous parce que sinon, vous allez jamais apprendre et en fait, vous saurez jamais collectionner de façon saine. Il y a plein de sites qui ont contribué à la gentrification des maillots et qui font payer des sommes astronomiques pour des maillots qu'on peut trouver 10 fois moins chers sur Vinted quand on est patient, quand on cherche correctement. Mais aussi, ne considérez pas les maillots comme un besoin. J'ai dans mon entourage des amis collectionneurs, vraiment des amis, des personnes que j'apprécie, qui disent bien souvent « Ah ouais, mais dans ma collection, il me fallait ce maillot-là, j'avais besoin de ce maillot-là. » Encore une fois, c'est des immenses conneries et c'est se mentir à soi-même. Il faut toujours être honnête avec soi-même. Les maillots, c'est que des envies. Quand on en est conscient, mais c'est pas grave en fait. C'est cool de se faire plaisir. Et si vous gagnez 10 000 euros par mois, dépenser 1000 euros dans les maillots, c'est pas un problème. Par contre, quand on gagne beaucoup moins, on peut très vite tomber dans un engrenage négatif. N'achetez pas un maillot dès que vous le trouvez beau non plus, ça c'est pareil. Achetez pas les maillots sous le coup de l'émotion. Par émotion, j'entends souvent, et c'est typique, la compétition, vous êtes dans une compétition, vous allez absolument payer le maillot plein pot parce que vous le voulez et tout. Et en fait, une fois que la hype de la compétition elle est passée, d'une, vous regardez le maillot, vous dites ouais, ok, d'accord. Et en plus de ça, il y a de très grandes chances qu'il soit à moins 50% partout ailleurs, voire plus sur les sites d'occasion. Donc ça sert à rien. Faites en sorte que vos maillots ils aient une histoire, une valeur sentimentale et vous verrez que c'est beaucoup plus satisfaisant, que vous apprécierez d'autant plus collectionner et qu'en fait vous aurez une approche beaucoup plus saine de votre collection. Et à noter aussi que ce côté accumulation, en fait, il avait aussi des teintes sur plein de secteurs dans ma vie, pas que la collection de maillots. J'avais accumulé énormément de choses dans plein d'autres trucs, des magazines, des bouquins, j'avais gardé plein de souvenirs de quand j'étais
j'étais petit. Et en fait, cette période de remise en question et de prise de conscience m'a aussi permis de dégraisser plein de choses matérielles que j'avais accumulées dans ma vie. Et j'ai beaucoup donné. Et des fois, en fait, c'est aussi satisfaisant que de vendre, croyez-moi. Plutôt que de vous faire 5 € sur Vinted, donner à Emmaüs. Je vous assure que vous allez voir, c'est vraiment aussi kiffant. J'avais des tonnes de vinyles, j'en ai filé une grosse partie à un pote, par exemple, qui est passionné de musique. Parce que je me dis, mais il vaut mieux que ça aille chez quelqu'un qui va les apprécier à proprement parler, plutôt que de les accumuler et rien en faire. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Encore une fois, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça aura été enrichissant pour vous, que ça vous aura aidé, que ça aura été un message préventif plus que curatif pour certains d'entre vous. Mon but, c'était pas de donner des leçons, c'était de vous parler avec le cœur, de vous parler sans filtre, de vous parler de façon brute, de la façon dont ça s'est réellement passé, pour que vous compreniez, parce que j'évoque depuis plusieurs mois dans certaines vidéos, dans certains podcasts, que je collectionne plus de la même manière, que j'en reparlerai plus tard. Bah voilà, plus tard c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je vous présente ma nouvelle façon de collectionner un petit peu. Maintenant, mes maillots, bah je les chéris. Quand je collectionne, quand j'achète un maillot, c'est toujours en conscience, il a toujours un but, il est toujours un rôle dans ma collection. Et surtout, très souvent, il me rappelle des souvenirs, et ça c'est le plus important. Et surtout, bah, maintenant quand un maillot me plaît, je me dis, avant de l'acheter, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller visiter la ville ou le pays pour le ramener? Ça ferait une histoire bien plus cool à raconter. Allez, je vous laisse ici. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, le pouce, la cloche, et nous on se retrouve très vite pour reparler de maillot. Ciao!